Bonsoir à tous. Bienvenue sur ce podcast, premier du genre, ce podcast qui est dédié aux carrières médicales pour médecins africains. Dans ce podcast, nous explorons des parcours inspirants et les clés pour réussir dans le monde médical. Je suis Gafar, votre hôte, et aujourd'hui, nous avons l'immense plaisir d'accueillir une invitée exceptionnelle. Elle est médecin gériatre, auteur, source d'inspiration pour de nombreux médecins, notamment des médecins formés à l'étranger et qui exercent ou souhaitent exercer en France. Avec plus de 15 ans d'expérience en France, elle a su transformer des défis administratifs et professionnels en opportunités. Elle accompagne désormais ses pairs dans ce même parcours exigeant. Elle est également l'auteur du livre Enfin, je me sens bien, un guide qui mêle résilience, détermination et conseils pratiques pour surmonter les obstacles et s'épanouir pleinement dans sa carrière médicale en France. Aujourd'hui, elle partage avec nous son histoire captivante et inspirante, les clés de succès et sa vision pour une meilleure intégration des médecins formés en Afrique et qui exercent en France. Mesdames et messieurs, je suis ravi de vous présenter le docteur Diane Odé. Alors, bonsoir, docteur. Merci d'accepter de vous livrer à cet exercice. Nous sommes très contents de vous avoir. Est-ce que tu peux commencer déjà par raconter ta petite histoire personnelle? Peux-tu nous raconter brièvement ton parcours, ce qui t'a amené à exercer en France? Bonjour Gafar, je suis très heureuse et honorée de participer à ton émission. La première fois que tu m'as proposé d'organiser cette belle idée, j'ai été subjuguée. Et donc aujourd'hui, je vais partager mon parcours. Donc je suis docteur Diane Aude, médecin gériatre en France. Et je viens de sortir mon livre, effectivement, intitulé Enfin, je me sens bien. Alors, j'ai fait mes études à Libreville au Gabon, où je suis née. J'ai obtenu mon doctorat à la faculté de médecine de Libreville en décembre 2010. Et puis, j'ai voulu prendre une carrière de pédiatre au départ parce Ok. que j'avais cette envie de soigner les enfants parce que j'ai toujours été stupéfaite de voir un enfant malade et qui se sent bien alors qu'il ne parle pas. Je me demandais comment faisaient les pédiatres. Donc pour moi, c'était une grande curiosité de pouvoir être pédiatre. Donc j'ai passé mon probatoire, je suis allée en première année de spécialité de pédiatrie et ensuite j'ai commencé la deuxième année de pédiatrie, et c'est en 2013. Et en mai 2013, avec ma famille, nous décidons finalement de nous installer en France, qui était notre deuxième pays. Et c'est comme ça que je me retrouve en France, deuxième année de pédiatrie, un doctorat de médecine. Je décide alors de braver une nouvelle carrière, une nouvelle vie professionnelle et une nouvelle vie personnelle. Et ce parcours m'a tellement bouleversée, m'a tellement transmutée que j'en ai eu des écueils, on va dire, mais aussi des points bénéfiques qui m'ont donné de la force pour pouvoir écrire ce livre. Eh bien, merci, docteur. Alors, docteur Aude, petite question, pourquoi la France? Pourquoi pas la Belgique? Pourquoi pas l'Allemagne? Alors, comme je disais, la France, notre deuxième pays, mon conjoint était français, expatrié au Gabon, donc il a travaillé pendant 10 ans au Gabon. Et pour des raisons personnelles, nous avons décidé finalement de revenir nous installer en France comme étant le deuxième pays, étant maman de Ok, 2 enfants, que souvent on venait pour passer les vacances, voir la famille, alors que là, c'était vraiment une décision d'installation, de pouvoir y vivre finalement. ok, très bien. Là, je comprends mieux. D'accord. Parfait. Alors, j'ai compris que vous avez traversé de nombreux obstacles. Ça n'a pas été facile au début pour s'intégrer en tant que médecin. Mais est-ce que vous pouvez nous dire un peu plus sur les raisons qui vous ont amené à écrire Enfin, je me sens bien? Enfin, je me sens bien, c'est déjà le titre, il parle. C'est un titre, je vous raconterai tout à l'heure comment j'ai fait pour arriver à ce titre-là, parce que vous allez en rire, c'est aussi une anecdote. En fait, quand j'arrive en 2013,
Je sais effectivement que pour être médecin reconnu en France en ayant fait des études à l'étranger, il faudrait passer un concours. Donc, et ce concours-là, c'est la porte d'entrée dans la procédure d'autorisation d'exercice de la médecine en France. Donc, je le sais. Alors, je fais des démarches pour pouvoir faire ce concours-là. Effectivement, on fait une demande qu'on envoie à ce qu'on appelle le Centre national des gestions, qui gère tous les concours administratifs et des praticiens hospitaliers. Et malgré mes nombreuses tentatives, donc je fais mon premier concours je crois, c'était en octobre 2013. Donc j'arrive en mai, je n'ai que 4 mois pour le préparer. Je suis tellement confiante, je me dis que je suis docteur et que je connais plein de choses et qu'il y a raison que je gagne le concours. Et ben non, ça n'a pas suffi. Donc, cette première année-là a été difficile pour moi parce que je me remets en cause, je me demande. Et puis, quand je discute avec des collègues qui ont déjà été, qui sont en France, ils me disent, mais en fait, Diane, mais en fait, non, c'est pas comme ça. Ce concours-là, il est vachement difficile. Quand on le prépare, on ne fait que ça. Il y a des personnes qui le préparent pendant 1 an, pendant 2 ans, parce que c'est un concours, ce n'est pas un examen. Un concours, il y a des quotas en fonction des spécialités. Donc, en fonction de la spécialité à laquelle on veut. Et si, par exemple, vous êtes 400 médecins qui passent le concours et que cette année-là, on a décidé d'en prendre que 80, ben, quelle que soit la moyenne que tu as, si les premières personnes choisies, on arrive à 80, même si tu as 17 de moyenne, et on n'en prendra que 80 parce que c'est un concours. Et donc, c'est en fin de la deuxième tentative que je le réalise vraiment parce que je suis encore dans la fougue d'une jeune, je venais à peine d'avoir mes 30 ans, donc j'étais à fond. Mais avec du recul, je me dis que ça se fait pas comme ça. C'est pour ça qu'aujourd'hui, j'accompagne les personnes pour leur dire non, non. Il y a des stratégies, il faut connaître les codes, on va pas comme ça, on tombe pas comme ça dans l'eau, il faut prendre du recul. Et donc, au final, je passe 3 fois le concours avec de très bonnes moyennes, mais je l'ai pas. Alors, je pleure. Je pleure gafard parce que je me dis, c'est pas possible. Enfin, je suis docteur. Et en plus, euh, les profs qui nous font cours à la faculté de médecine, il y a des profs qui ont appris ici, en France, des Bien sûr. universités de tout Bordeaux, ils nous parlent de là-bas. Donc, c'est des éminents professeurs de chaire. Moi, par exemple, à mon doctorat, lorsque j'ai fait ma thèse, mon directeur, mon président du jury, c'était le doyen de la faculté de médecine de Tours. Donc, il vient juger ma thèse de recherche que j'avais faite sur la drépanocytose, séroprévalence des hépatites B et C chez les enfants drépanocytaires, parce que j'avais tellement envie de faire la recherche sur cette pathologie-là que je ne comprenais pas. Donc, j'étais toute jeune, je ne comprenais pas que le monde était dirigé, en fait. Et donc, 3 non-succès. Et puis pendant la troisième fois, lorsque je vais passer cet examen, ce concours-là, je rencontre un monsieur, un médecin d'un certain âge. Il avoisinait presque 60 ans. Je suis, en même temps, je suis triste, mais aussi admirative, parce que je me dis, un homme de cet âge-là, qui vient passer le même concours que moi, qui vit en France depuis tant d'années, et puis il passe encore le concours. Je me dis, là, il y a un problème. Et donc, moi, je suis quelqu'un de très avenant à Street. Donc, je discute avec le monsieur, on en parle et tout ça. Il me dit, ma fille, c'est vrai que je viens encore passer le concours, mais tu sais, moi, je suis en poste, je suis rémunérée. Donc, et puis, il y a parfois, quand on est en poste, il y a des lois qui arrivent au bout de 5 ans, 7 ans. Les personnes qui sont en poste peuvent rentrer dans la procédure d'autorisation d'exercice en prouvant qu'ils ont déjà effectué leur travail dans certains services, ainsi de suite. Donc ça peut aussi être une voie pour toi, tu es toute jeune, ainsi de suite. Je dis, ah ben ça c'est une bonne idée. Et donc ça me faisait le plan B de mon parcours. Je me suis dit, bon, si ça ne marche pas au niveau du concours, donc il faut absolument, mais absolument que je me trouve un poste quelque part. Et donc j'ai un collègue qui me dit, il faut que tu fasses des stages dans tes services pour au moins découvrir et ne pas rester à la maison.
Donc, j'envoie des lettres de motivation avec le CV, ainsi de suite. Plein, mais partout dans toute la région où j'étais, même un peu loin. Et puis, un jour, je vais partager cette anecdote-là, voilà, un jour, par mail, et donc je reçois la réponse. Chère madame, nous avons bien reçu votre demande de stage. Votre diplôme étant un diplôme africain, vous ne pouvez pas travailler en France comme étant médecin. Nous vous proposons, hein, nous vous conseillons Mhm. de vous orienter vers une filière paramédicale. Vous pouvez faire infirmière ou aide-soignant. Oh, mais ça, c'est osé. Oui, non osé, méprisant, irrespectueux, frustrant, rageux. Je tombe des nues. J'ai des larmes, je pleure et là, je me dis, oh là là, donc je ne pourrai jamais être médecin en France finalement. Quand j'ai un mail comme ça d'une administration hospitalière, je me dis, c'est foutu. Et comme moi, je baisse pas les bras comme ça, c'est pas d'un petit mail qui me fait abandonner. Et donc, je continue à envoyer les mails. Et puis un jour, un samedi, hein, je me rappellerai toujours comme si c'était hier, le téléphone de chez nous sonne, c'était un fixe, ça sonne, ça persiste. Je pensais que c'était les démarcheurs des week-ends. Mais le téléphone insiste, bon, je vais le décrocher. Allô, oui, bonjour, vous êtes Madame Fléchet? Est-ce que nous sommes bien au domicile de Madame Fléchet? Et le monsieur avait demandé. J'ai dit oui, que puis-je faire pour vous? Ah ben, je suis le docteur. Oh, je dis, oh, c'est vrai? Parce que c'était presque un rêve, puisque l'autre m'avait dit que je Ouais. ne pouvais pas travailler. Mhm. Et De donc, devenir infirmière. que je fasse Ouais, ou aide-soignante. effectivement, nous pouvons nous rencontrer. Donc, on se fixe des rendez-vous. La date qui suit, je me présente. Confortable, ce que c'est aussi un conseil qu'on peut donner aux jeunes, hein. C'est vrai que l'extérieur n'est pas forcément important, mais pour un docteur, il faut savoir se tenir, il faut savoir être, il faut aussi avoir le savoir. Donc, je me prépare en tant que docteur, je me présente convenablement, bien vêtue, pour que on puisse me respecter quand je me présente quelque part. Donc, j'arrive et ben, le même jour, ils me disent, mais bon, ben, vous nous dites à quel moment vous voulez commencer le stage directement. Donc, je fais 2 mois en pneumologie. C'était à Blois, à la ville de Blois. Donc, je fais 2 mois et en fait, ce que j'ai oublié de vous dire, c'est qu'en fait, le service de pneumologie, c'est le médecin. En fait, c'est le chef de service de pneumologie qui reçoit mon mail et il transmet au monsieur qui m'appelle. Donc, il dit au monsieur qui est le chef de pôle dans de plusieurs services. Dans les systèmes hospitaliers en France, les services sont regroupés en pôles pour ne pas donner trop de travail à un chef de service. Donc, on a au-dessus de lui un chef de pôle. Donc, le chef de pôle peut avoir plusieurs services sous sa responsabilité. Et donc, c'était un chef de pôle qui avait le service de pneumologie, le service des urgences, le SMUR, le service de médecine. Donc, le chef de service de pneumologie avait donc transmis mon mail au chef de pôle qui m'avait appelé le samedi. Et donc, voilà, donc c'est pour aussi un petit peu expliquer le système de fonctionnement dans les centres hospitaliers. Donc, je fais mes 2 stages pneumologie, stages non rémunérés, voilà, et je souligne bien que il m'avait accepté comme étant un stage d'observation à la visite médicale. J'accompagnais parfois en consultation. Et puis, ça s'était très bien passé. Il était content de moi. Il m'avait fait d'ailleurs une attestation à la fin du stage. Et puis, donc à la fin de ça, moi, je m'intéresse beaucoup aux urgences. Donc, je dis, ben, est-ce que je peux aller aux urgences? Et il me dit oui, oui, oui. Donc, je passe 6 mois au service des urgences. Donc, pendant que je suis en stage des urgences, le chef toujours non rémunéré, et donc, je passe 6 mois. Et pendant les 6 mois, en toute honnêteté, j'ai travaillé plein pot comme étant médecin. Je voyais des patients, je les examinais, je faisais la prescription médicale. Mais comme je n'étais pas acceptée en poste directement, j'étais ce qu'on appelle seniorisée. Donc, il y avait une seniorisation médicale, ce qui veut dire qu'en fait, il y avait un médecin senior le jour où je travaillais, chez qui je partais souvent présenter mon patient en lui disant, j'ai vu tel monsieur
Y, comme c'est comme ça, voilà, comme un interne. Et il me disait, OK, c'est bon, on continue la prise en charge, ainsi de suite. Ça me permettait, moi, d'être, comment dire ça, d'être protégée sur le plan légal, étant donné que je n'avais pas de contrat en tant que salarié. Et donc, c'est aussi une forme de protection. Il ne faut pas forcément le prendre comme une forme de mépris ou quoi que ce soit, parce que Oui, la oui, tout à fait. protection doit être des deux côtés, en fait. Parce que si le Tout à patient fait. que j'ai vu porte plainte et que derrière, je ne suis pas en pause, donc, vous voyez, l'établissement peut se mettre en difficulté. Donc, il faut vraiment faire très attention sur le plan juridique. C'est un secteur où c'est très fin. Voilà, il faut toujours le prendre en compte. Et cette seniorisation médicale, je l'ai passée 6 mois sans être payée. Intéressée à la gériatrie parce que j'ai envie de dire près de 90% des patients qu'on voyait aux urgences, c'était que des personnes âgées de plus de 75 ans. Alors, j'ai pris rendez-vous avec un responsable, le chef de service de la gériatrie. Il était enchanté. Et lorsque j'ai commencé en gériatrie, on était 3, il y avait 3 jeunes, 2 internes qui sont arrivés. Une devait faire médecine interne, elle était arrivée je crois, en 2e semestre de médecine interne. Et puis une autre était en 2e ou 3e semestre de médecine générale. Et moi qui faisais stagiaire, médecin stagiaire, sauf que il est tellement pédagogue, ce monsieur, il nous a tous orientés vers la pédiatrie, donc vers la gériatrie, pardon. Donc aujourd'hui, les 3 qui sont arrivés, ce sont tous Converti. en gériatrie. Ok, Et formidable. c'était un ancien président de la Société française de gériatrie, donc c'était quand même un éminent. Oui, le docteur Friocourt, c'est les pères de la gériatrie de France. Donc j'ai eu cette chance d'être, comment dire ça, son école, enseigner dans son service, apprendre la gériatrie par lui. Et heureusement qu'il a été aussi à la première dédicace de mon livre. Il ne m'a pas lâché et j'en suis très fière. Donc, j'ai passé également, je crois, 7 mois chez lui. Lui, par contre, il avait quand même demandé à la direction de me donner un poste de faisant fonction d'interne. Et à ce moment-là, la direction avait refusé en disant, elle n'a pas encore le concours euh, des épreuves de vérification des connaissances EVC. Nous ne pouvons pas lui donner ce poste-là. Ce qui était complètement irrationnel, oui, aberrant pour un médecin qui travaillait en temps plein euh, avec des compétences et en sachant aussi, je préfère le souligner, que dans d'autres services, il y avait des médecins qui n'avaient pas le concours, mais qui étaient en poste rémunéré. Donc, j'ai presque subi une injustice inexplicable. Jusqu'à aujourd'hui, je ne sais pas. Est-ce qu'il y avait une étape qui m'a échappé? Mais je continue à dire que ça fait partie de mon parcours de vie aujourd'hui qui a conduit à ce que je devienne celle que je suis aujourd'hui. Parfait, merci beaucoup pour ce partage. J'ai remarqué quelque chose de très intéressant dans l'histoire de votre parcours. Vous avez dit après 3 non-échecs, après 3 non-réussites, pardon. Vous n'avez pas utilisé le terme échec. Je ne sais pas si c'est sciemment fait, mais en tout cas, c'est une bonne manière de voir les choses. 3 non-succès au lieu de 3 échecs. Très bien, parfait. Maintenant qu'on sait pourquoi est-ce que vous avez décidé de vous installer en France, comment est-ce que vous avez fini par faire gériatrie, on va maintenant discuter de comment est-ce qu'un médecin qui a été formé en Afrique peut exercer en France, quelles sont les possibilités qui s'offrent à ces personnes-là. Mais très rapidement, est-ce que vous pouvez nous dire, très rapidement, très brièvement, comment est-ce que vous avez finalement fait la formation de gériatre pour du parcours d'intégration? Alors, la gériatrie, au départ, il y a à peu près 6 à 7 ans, ce n'était pas une spécialité en tant que telle. La gériatrie, c'est vraiment une nouvelle spécialité dans le cursus médical, dans le système médical français. Et donc, il rentre dans l'internat. Donc, la proposition des spécialités d'internat. Donc, ça veut dire qu'il faut passer le desk de gériatrie quand on est Ok. interne de médecine en France.
Donc, alors que lorsque on vient d'Afrique ou d'un autre pays, mais hors Union européenne, si on veut faire gériatrie, on est obligé de rentrer dans ce qu'on appelle une formation médicale continue. Et donc, dans la formation médicale continue, il y a à peu près 3 ans, on faisait ce qu'on appelle la capacité de médecine, de gérontologie et de gériatrie. Et c'est cette Ok. capacité-là qui donnait foi lorsqu'on l'avait à être spécialiste. Ok. Mais comme dans tous les desks, les formations de spécialité, il faut d'abord passer un probatoire. En ce moment, compte tenu du manque de médecins en France, compte tenu du manque de spécialistes en gériatrie, j'ai envie de dire que les choses se sont vraiment un peu corsées. Donc, la priorité, les portes se sont ils ont donné la priorité aux internes du cursus français. Donc, maintenant, il y a une grande ouverture à devenir spécialiste en gériatrie. Donc, dans leur parcours, ce qui a fermé la capacité de gériatrie pour les médecins qui reviennent d'ailleurs, ça veut dire que la spécialité est en train d'être presque diminuée, on va dire, du côté de ces médecins hors Union européenne. Ok. Ce qui a été ouvert, c'est ce qu'on appelle le diplôme de gérontologie et de gériatrie. C'est un diplôme qui donne accès aux compétences et aux connaissances gériatriques et qui peut donner accès à pouvoir travailler dans un poste ou dans un service de médecine gériatrique. Mais après, derrière, Ok. je ne peux pas souligner que ça va être finalement une spécialité de cette personne-là. Parce qu'après, il y a encore, je vous parlerai tout à l'heure de l'intégration, il y a encore une autre forme de procédure pour pouvoir intégrer le système médical français. Mais au moins, en passant par ce diplôme de médecine, de gériatrie et de gérontologie, ça vous permet de valider vos compétences et vos connaissances gérontologiques. Et donc, vous pouvez postuler dans un service de gériatrie tout en disant que j'ai ce diplôme-là. Ok. Voilà. Très bien. Merci beaucoup. Alors, Diane, est-ce que tu peux nous dire quelles sont les options possibles pour les médecins africains qui veulent exercer en France? Est-ce que tu peux nous lister toutes les différentes options possibles? Parce que j'imagine il y en a plusieurs. Alors, il y en a, oui. Les options pour travailler en France en tant que médecin, il y en a. La première option, souvent, ils proposent à ce qu'il y a certains médecins qui sont au niveau de l'internat en Afrique ou dans les pays hors Union européenne, peuvent s'inscrire soit en première année d'université ici, ça arrive, ouais, malheureusement, il y en a qui ont fait ce parcours. Je suis respectueuse de ces personnes, très admirative de la combativité. Donc, il y en a qui l'ont fait. Et puis, il y a aussi des personnes qui ont la possibilité de passer les épreuves de vérification de connaissances. Donc, ça, c'est ce qui est ouvert à tous via le site du Centre national de gestion dans la filière parcours d'autorisation d'exercice PAE. À travers cela, un peu plus bas, autorisation d'exercice, il y a un lien qui permet d'accéder sur les informations, sur l'inscription au concours des épreuves de vérification de connaissances. Et donc, à ces épreuves-là, on ne peut s'inscrire qu'à différentes spécialités. Toutes les spécialités d'ailleurs. Toutes les spécialités. Avant, la seule spécialité qui n'existait pas, c'était souvent la médecine d'urgence. Maintenant, même la médecine d'urgence fait partie d'une spécialité auquel on peut s'inscrire. La médecine générale, c'est la spécialité la plus convoitée. Donc, il y a beaucoup de demandes en médecine générale. Donc, on s'inscrit à l'EVC, on passe le concours. Si on est admis, eh ben, le Centre national de gestion vous donne l'autorisation. Maintenant, on affecte. Il y a 3 ans, on n'affectait pas. Maintenant, c'est le Centre national de gestion qui affecte, qui propose justement en fonction des régions et en fonction des besoins géographiques, il vous propose
un poste dans une région, souvent c'est dans des déserts médicaux, pour 2 ou 3 ans, en fonction aussi de votre CV et de ce que vous avez eu comme compétences et comme expérience. Donc, au bout de ces 3 ans, vous préparez un dossier. Donc, on vous donne un formulaire. Vous préparez un dossier avec tous les documents qu'on va vous demander, tous les DU, les diplômes d'université, les journées scientifiques auxquelles vous avez participé. Il faut jamais rien négliger. Les stages que vous avez faits dans un service, il faut jamais rien négliger. Toujours demander une attestation de stage quand on a été quelque part, que ce soit en médecine ou ailleurs. Ça permet d'enrichir son parchemin professionnel. Dès que vous finissez de préparer ce dossier-là, vous envoyez au CNG. Et ce serait à la commission d'autorisation d'exercice. Donc, on a eu les VZVC, on a passé 3 ans. Ensuite, on prépare le dossier, on envoie à la commission nationale. Eh bien, la commission peut recevoir votre dossier. Souvent, ils vous envoient une réponse en disant on répond au bout de 3 mois, au bout de 6 mois. Il y en a qui ont encore attendu 1 an, 2 ans, 3 ans pour avoir la réponse. Et dès que vous avez la réponse de la Commission nationale d'autorisation d'exercice qui vous donne droit à la spécialité à laquelle vous avez eu les EVC, si c'est le médecin généraliste, ils vous disent, voilà, nous sommes heureux de vous annoncer que vous êtes désormais médecin généraliste et vous avez le droit de vous inscrire à l'ordre des médecins de France. C'est que à ce moment-là que vous allez vous inscrire à l'ordre des médecins du département dans lequel vous voulez travailler ou du département auquel vous êtes domicilié. Et là, quand on est inscrit à l'ordre, vous avez le plein exercice. Donc ça, c'est pour les EVC. L'autre plan qui a été salutaire pour ma part, c'est le fait, avec la grâce de l'univers, de pouvoir avoir la chance d'avoir un poste rémunéré. Donc, quand on arrive en France, il est bien quand même de ne pas rester à la maison, mais d'aller même en stage. Effectivement, 15 mois de stage non rémunéré, ça a été quelque chose de très difficile pour moi à vivre, mais ça m'a quand même donné des compétences et j'ai eu des outils qui m'ont permis d'être mieux intégrée lorsque j'ai postulé pour un poste. J'étais aguerrie, j'avais confiance en moi, j'étais sûre de moi. Donc, il faut toujours aller en stage d'abord quand même pour découvrir parce que... Et puis, il faut être honnête avec soi-même. Nous avons nos structures médicales africaines dont les technologies ne sont pas les mêmes que celles de l'Europe. Il faut le dire, nous avons le doctorat. Ça, je n'en disconviens pas. On a fait l'école, on a fait des études. On doit être sûr de nous. Mais par contre, ce qui est différent, c'est que les pathologies fréquentes qui sont en Afrique, au Burkina, au Cameroun ou au Gabon ne sont pas les mêmes pathologies qui sont fréquentes en France, en Irlande, en Finlande, en Belgique. Donc, quand on parle de fièvre au Burkina ou au Gabon, moi, fièvre, quelqu'un qui vient, je pense pas lui. Hein. C'est après que je vais réfléchir. Alors qu'en France, on te dit fièvre, tu penses pas lui, on va te prendre pour un extraterrestre. Donc, il faut adapter sa connaissance en fonction de l'environnement dans lequel on travaille. C'est pour cela qu'il faut aller apprendre. Ce qui fait que quand on arrive comme ça d'Afrique, donc je leur conseille d'aller faire les stages. Mais si vous avez la chance de rencontrer des responsables de services qui ont besoin, qui vous prennent en poste et que vous travaillez, au bout de 1 ou 2 ans, si vous rentrez dans la procédure, parce qu'il y a des lois qui sortent sur 5 ans, sur 7 ans, qui admettent dans la procédure d'autorisation d'exercice des personnes qui ont été en poste. Actuellement, la loi, on a lu ce qu'on appelle la loi Stock qui est sortie en 2020, qui prenait des personnes qui avaient travaillé en France à partir de 2015 en temps plein pour au moins 2 ans. Et toutes les personnes, ils font des lois comme ça, donc ils prennent juste une petite période. Si tu as travaillé en décembre 2014, le 31, eh ben, tu ne rentres pas dans la loi. Malheureusement, c'est les règles. Cette loi-là a permis
à des milliers, peut-être pas des milliers, peut-être des centaines de médecins à parcours hors Union européenne à pouvoir rentrer dans la procédure d'autorisation d'exercice aujourd'hui, qui ne sont pas forcément passés par ce fameux concours des épreuves de vérification de connaissances. Et donc moi, par ce biais, j'ai présenté mon dossier d'abord à à la commission d'agence régionale de santé. C'était je crois, oui, c'était en 2020 que j'avais envoyé. Mon dossier a été accepté directement. Ils m'ont donc donné l'autorisation temporaire pour 2 ans. Donc, ça devait me faire de 2020 à 2022. Sauf qu'avant d'arriver à 2022, eux-mêmes, Covid. ils me rappellent, voilà, Covid arrive, ils me rappellent, ils me disent, l'ARS, l'Agence régionale de santé de ma région, a donc transféré mon dossier à la Commission nationale. Donc, je reçois un courrier de la Commission nationale qui me dit, eh ben, nous voulions vous rencontrer pour un entretien. OK? Mais comme on était en période Covid, justement, on ne pouvait pas le faire en présentiel. Donc, la commission de mon dossier a été faite en distanciel, comme là. Donc, c'était un jury euh, du président de la Société française de gériatrie, des grands professeurs de gériatrie, des grands médecins. C'était tous les éminents de professeurs. Et voilà, c'était comme si j'étais en train de passer presque ma thèse ou, je sais pas, mon post-doctorat. Un entretien. Mhm. Et après, lors de cet entretien, ils me disent, bah, votre dossier, il est complet, il est clair, il est précis, il est concis. Surtout ça, le dossier, c'est ce qui me disait beaucoup. Votre dossier est clair et concis. C'est-à-dire que je ne suis pas allée mettre du superflu. Voilà, je partais sur un projet de gériatre. Je demandais la spécialité de gériatrie parce que j'avais déjà des compétences, j'avais fait ma capacité, heureusement. Donc, j'avais déjà fait tout mon parcours de gériatrie. Il fallait juste que ça soit validé. Donc, ils m'ont dit, et en plus, vous avez été dans un service référent chez le grand patron. Eh bien, nous vous félicitons et vous attendez dans 4 semaines au maximum. Et au bout de quoi, je n'ai même pas attendu 4 semaines. Au bout de 2 ou 3 semaines, j'ai reçu le courrier m'annonçant que j'étais spécialiste, voilà, que j'étais spécialiste en gériatrie et que j'avais finalement l'autorisation définitive d'exercer la médecine en France en tant que spécialiste de gériatrie. Et je crois qu'on est exempté de ça. C'est sous On prescription. est exempté de ça. Ok. Ou inscription, pardon, c'est sous inscription, sous présentation de dossier. Mais Ok. ça, c'est une information d'il y a 2 ans. Mais les choses changent tellement vite parce que je sais aussi qu'il y a des collègues qui se sont inscrits directement en troisième année Ok. après des VAE, validation des acquis. Voilà. Donc, il faut voir, voilà. Mais c'est vraiment des procédures auxquelles il faut aller sur le site du CNG et de lire attentivement pour avoir soi-même son information et de ne pas Mhm. demander des ragots sur la route, qu'est-ce qu'on a dit, qu'est-ce qu'on fait, ainsi de suite. Il faut aller chercher l'information au bon endroit et au bon moment. Ok, parfait. Et donc, la deuxième voie, c'est celle des fameuses EVC, où on passe le concours de vérification de connaissances. À mon avis, c'est la voie la plus suivie. Et puis, la troisième voie, c'est celle que vous avez prise. C'est celle qui permet de demander directement une autorisation d'exercice après avoir travaillé un certain temps en France. Et là, j'ai compris que on ne peut pas être sûr que on pourra rentrer dans ce cadre-là parce que ça dépend des lois qui sont votées par-ci, par-là. OK. Maintenant, pour le VC, je vous ai entendu dire que parfois, lorsqu'on passe après les 3 années, je pense que c'est 3 années de stage ou je ne sais pas comment est-ce que c'est administrativement c'est classé, qu'on passe dans le désert, dans les endroits où il y a le plus de besoins, ce qu'on appelle les déserts médicaux. Et quand vous soumettez le dossier, vous avez dit que parfois on peut attendre 6 mois, un an. Il y en a même qui ont attendu plus que ça. Pendant ce temps, est-ce qu'on est autorisé à exercer ou est-ce qu'on doit repartir au pays pour ceux qui n'ont pas la nationalité, qui n'ont pas le droit de résider en France, pour ceux dont la résidence est liée à l'EVC? Comment est-ce que ça se passe cette période-là?
on est dans quelle situation? Ouais, très très bonne question parce que effectivement les PADU sont souvent ont souvent ce problème-là de Mhm, démarche administrative. En fait, dès qu'on a les WC et qu'on est affecté après sur 2 ou 3 ans, ça s'appelle le parcours de consolidation. Donc, mhm. à partir de ce concours de consolidation et que c'est une affectation de l'État, du CNG, via la préfecture, on a la possibilité de présenter ce document qui permettrait de renouveler le visa à la personne qui reste en France pour pouvoir travailler. Ok, donc la personne est quand même autorisée à travailler en attendant la décision. Oui, Ok, dès qu'on a les EVC, on peut travailler. ok. On travaille, mais il faut avoir le poste, malheureusement, parce qu'on Mhm. peut avoir les EVC, malheureusement, c'est vraiment très, c'est ambigu, c'est ambivalent. Il faut comprendre. Il y en a qui ont les EVC, mais qui ne sont pas en poste, Ok, qui n'ont ouais, pas la chance d'avoir un poste de travail. Et possible. pourtant, on Oui, leur dit, il faut absolument que vous ayez les EVC si vous voulez rentrer dans la procédure d'autorisation d'exercer. Et puis, les gens, ok. ils travaillent, ils gagnent le concours, et puis, il n'y a pas le poste. Ça fait Ouais. partie Et des dans ce cas, qu'est-ce qui se difficultés. passe? Tu perds ton EVC, est-ce que l'EVC a un délai de validité? Est-ce que, par exemple, on te donne une année pour trouver un poste, sinon il faut reprendre le concours? Comment ça se passe concrètement pour ces gens-là? À l'époque, on ne perdait pas le WC. C'était, vous Ok, l'avez, définitif, ok, vous l'avez eu, et vous ok, travaillez quand vous voulez. Alors que maintenant, parfait. avec la difficulté d'avoir des médecins et le choix que le Centre national de gestion a fait pour gérer les praticiens dans les centres hospitaliers, parce que ce sont eux qui organisent les affectations maintenant. Lorsque vous êtes affecté dans un poste, lorsque vous êtes affecté à un poste, pardon, vous avez l'obligation de vous présenter à votre poste. Ben, sinon, Mhm. ce sera abandon de poste. Oui, Et s'il y a une difficulté, par exemple, vous n'avez pas votre visa ou bien votre titre de séjour est expiré, vous pouvez refaire un courrier au CNG pour leur donner une explication pourquoi ok, vous n'êtes pas à ce poste-là. Il y a aussi des ok, personnes, très pour des bien. raisons familiales, ne peuvent pas, par exemple, quelqu'un qui habite dans le centre de la France et qui est affecté au nord-est ou dans les montagnes, dans le Vaucluse, par exemple, je dis, ben, c'est compliqué pour moi. Comment je fais? Voilà. Il y a aussi des personnes qui ont des titres de séjour, par exemple, de 2 ans ou de 1 an et qui expirent quand la personne est affectée. Donc, il faut renouveler les titres de séjour. Mais vraiment, quand on a le VC, le titre de séjour, c'est un peu plus fluide pour pouvoir le renouveler. La difficulté, c'est souvent quand on n'a pas le VC, qu'on vient, quand on a envie de s'installer et qu'on a juste un titre de séjour, par exemple, de tourisme de 6 mois, puis ben, le titre de séjour expire et on est médecin, le visa, pardon, il est expiré, on n'a pas un poste de travail, on a envie de s'inscrire à un DU, par exemple, à un diplôme, parce que le diplôme permet aussi de peut-être accéder à un service pour faire un stage hospitalier. Mhm. Donc, on Oui, bien rentre sûr, dans un engrenage de difficultés. Voilà. Donc, c'est souvent, il faut regarder ça aussi. très bien. Alors, donc, pour rester sur les EVC, quelles sont les difficultés une fois qu'on est admis à ce concours-là? On s'est battu pendant 2 ans, on a préparé, on a carburé depuis le Congo, depuis le Bénin. On est enfin admis. Quelles sont les difficultés auxquelles il faille? Alors, après les EVC, la première difficulté, c'est pour les personnes qui arrivent d'Afrique, c'est d'abord d'avoir ses papiers. Si on est sûr qu'on a ses papiers correctement avec la préfecture, ça, c'est une grosse épine de soulagement. Déjà, bien regarder au niveau de ces démarches administratives. Ok, La deuxième difficulté maintenant, qui était une difficulté avant, mais qui va l'être de moins en moins, c'est que le poste d'affectation. Maintenant que le CNG a pris la responsabilité d'organiser des affectations dans la France entière, on est sûr maintenant que lorsqu'on a notre EVC,
on aura. Donc ça, c'est une difficulté qui est vraiment soulagée aujourd'hui. Ok. L'autre difficulté est presque une frustration, c'est le salaire. C'est vrai qu'on est médecin, qu'on a voulu soigner des gens et qu'on veut sauver des vies, mais derrière ça, on a des familles à nourrir, on a aussi notre propre vie personnelle. Et donc, parfois, les salaires sont très, 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 très moins par rapport au salaire du médecin français, il faut le dire. Mhm. Donc, lorsqu'on commence avec ce qu'on appelle le poste de praticien, souvent ils ajoutent associé. Associé, ça veut dire que c'est quelqu'un qui revient d'ailleurs, c'est politiquement correct. Donc, praticien associé, donc il s'est associé à nous pour venir nous aider à travailler chez nous. Le Mhm. salaire, il n'est pas le même. Ouais. Voilà. C'est une difficulté qu'il faut connaître. C'est quelque chose qu'il faut accepter. Voilà. C'est émotionnellement pour des personnes hypersensibles, ça peut être violent. Mais lorsqu'on l'accepte et qu'on le comprend, parce qu'on est dans un projet pour une réalisation et une vision, Mhm. on est en paix avec ça. Voilà. Non, parfait, très bien. Alors, je souhaite rebondir sur la rémunération parce que c'est le nerf de la guerre et c'est probablement une grande raison pour laquelle les gens choisissent d'exercer en France. Après, je comprends bien et j'entends que pendant les 3 ans vous avez donné le terme technique qui est, comment est-ce que ça s'appelle? Mais voilà, Le bref, parcours de pendant les 3 ans, consolidation, voilà, merci. Pendant le parcours de consolidation, je comprends et j'entends qu'on ne soit pas payé à, au mê- euh, on ne soit pas rémunéré au même titre que ses confrères français. Mais est-ce que une fois qu'on a l'autorisation d'exercer, vous pensez que la rémunération redevient juste? Est-ce qu'on est rémunéré comme n'importe quel médecin qui a été formé en France? lorsqu'on a fini son parcours de consolidation et qu'on a son droit définitif d'exercer la médecine en France, quand on est inscrit à l'ordre des médecins, on a le droit de réclamer en toute équité. Ok, parfait. On a le droit, mais On a le est-ce que droit, pratiquement c'est le cas? Est-ce que concrètement les médecins africains sont rémunérés au même titre que leurs confrères français? pas souvent, Pas souvent, ouais. pas Ok. souvent. Est-ce Eh bien, il faut le que réclamer. vous, est-ce que la différence est grande? Pas tant que ça, surtout Ok. lorsqu'on est déjà inscrit à l'ordre des médecins. Ce qui est bien, il faut aussi le souligner, ce qui est bien, c'est il y a un canevas de salaire. Mhm, Les salaires ne sont pas faits de façon aléatoire, surtout lorsqu'on est inscrit, je précise bien, lorsqu'on est inscrit à l'ordre des médecins, lorsqu'on a droit mhm, le site du CNG qui donne les salaires des médecins en fonction des échelons. Et en fonction de l'échelon qui vous est proposé sur le contrat après négociation avec la direction de l'établissement, vous vous entendez sur l'échelon sur lequel vous partez. Et c'est en fonction de cet échelon que vous êtes payé. Ben, tu l'as dit que nous sommes en situation de faiblesse parce que on se sent en situation de faiblesse que, imaginons quelqu'un qui a, ça c'est du vécu, hein, quelqu'un qui est resté pendant près de 10 ans à changer de service, d'hôpitaux, de région, parce que ben, il a besoin de manger. Enfin, et donc, quand il arrive à un endroit où on lui propose, même si c'est 500 € en plus, tu fais quoi? Tu acceptes? le diplôme de cette personne-là, il faut payer les personnes pour que le salaire soit juste. Mais bon, bref, ça c'était une déviation et puis un message aussi de soutien à tous nos confrères qui sont dans la situation et qui peut-être luttent aussi à changer les choses comme vous. Alors, docteur, durant tout ce parcours-là, est-ce que un événement particulier qui vous a beaucoup marqué et qui a façonné votre manière de... Alors, des anecdotes poignantes, j'en ai des tonnes. Ça dépend de comment on a envie d'orienter notre émission. Ok, donc donnez-nous une qui a été très difficile et une qui a été très positive. Voilà, là, c'est mieux dit. Parce que sans mentir, en étant femme, jeune, noire,
qui a fait des études au Gabon, en Afrique, où on ne connaît pas où c'est situé, voilà, c'est difficile de venir travailler en France. En plus, je ne suis pas grande de taille, costaude. Donc, tout ça, c'est physiquement. Donc, le phénotype, le génotype ne m'ont pas donné la chance. Et donc, oui, oui, j'ai eu des anecdotes comme ça. Je peux partager, je le partage d'ailleurs dans mon livre aussi, des situations difficiles, pas avec des collègues médecins. Je peux dire aujourd'hui que si je suis arrivée avec ce parcours-là, les principales personnes qui m'ont vraiment tendu la main, ce sont des médecins comme moi qui m'ont le plus aidé. Mais de toute façon, quand on est médecin étranger, souvent quand on arrive vite, c'est le médecin qui aide. C'est pas la direction de l'hôpital. La direction de l'hôpital ne gère pas. C'est le collègue médecin qui emmène pour dire que moi, je suis là, je vais rester avec cette personne. Et c'est pour ça que je veux faire la même chose aujourd'hui. Donc, ce sont les médecins, mes collègues médecins qui m'ont aidé. Mais ce qui m'a le plus touché, ce sont les équipes paramédicales. Je n'avais jamais, alors peut-être que j'étais très jeune quand je suis partie du Gabon, mais je n'avais jamais vécu des relations toxiques dans un service, en fait. Je ne savais pas ce que c'était. Je ne savais pas l'opposition à des décisions. Non, mais non, sérieusement, Gafa, je ne connaissais pas ça. Je n'avais Ça jamais me parle beaucoup ce que vous dites. Ça vous parle? Ça, je n'avais jamais vécu ça de ma vie. Je savais que moi, je suis médecin, je travaille avec mes infirmières, mes aides-soignantes, ainsi de suite. On a un projet, enfin, on discute. Je ne savais pas que juste parce qu'il faut s'opposer à toi pour te montrer qu'en fait, tu n'es pas d'ici, que ça existe bel et bien. Ça, je l'ai vécu. Je me rappelle, on avait fait ce qu'on appelle le pathos. Le pathos, c'est une évaluation qui est organisée par l'Agence régionale de santé dans les maisons. Et ça permet d'évaluer les personnes qui sont à la maison de retraite, évaluer les consultations, tous les acteurs de santé, ainsi de suite. Et ça permet justement de voter le budget alloué à cette maison de retraite en fonction de l'autonomie, ainsi de suite. Et donc, j'ai organisé ça. Déjà plus de 6-7 ans avant que je n'arrive dans ce service, parce que j'avais 3 services, j'avais une responsabilité de 3 services, 3 unités. Et quand j'arrive 7 ans après moi, le pathos en question était une catastrophique dans l'établissement. Et donc, dans mon CV, quand je me présente dans cet hôpital-là, la direction voit que j'avais mis pathos telle année. Et donc, ils sont intéressés parce que quelques 6 ou 7 mois après, ils avaient le pathos à organiser. Donc, ils me demandent, est-ce que vous avez l'expérience sur le pathos? Et moi, ça faisait juste 2 mois que je finissais le pathos dans un autre établissement. Donc, j'étais au taquet. Je leur dis, oui, 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 j'ai de l'expérience, gna, gna, gna. Et j'avais fait 2 formations sur le pathos. Donc, ils sont contents. Donc, quand j'arrive dans le service, toute jeune médecin, moi, toujours nickel, belle, fière d'elle, je suis docteur, je ne rase pas les murs, je parle correctement, je sais ce que je dis et je sais ce que je fais. Je suis droit dans mes bottes. Donc, je mets le process en place, je mets les protocoles en place, je fais des réunions avec les équipes, mais rien ne se fait. Les feuilles que je laisse sur le bureau, tout disparaît. Des choses que je n'avais jamais vécues. Et donc, un jour, je suis à la réunion avec la direction. La direction me dit, mais oui, mais docteur, c'est pas possible. Ça va faire 2 mois. On a demandé à ce que le pathos avance. Voilà, on me demande les comptes, ce qui est normal, ce qui est tout à fait normal. Je dis, mais je ne comprends pas. Je ne comprends pas ce qui se passe. J'ai demandé ça, ça n'a pas été fait. J'ai demandé ça, ça n'a pas été fait. Et donc, la direction a été obligée de mettre une note de service pour dire que à partir de tel, le docteur Fléchet est responsable de ce service et devrait mettre en place telle ou telle situation pour la bonne organisation du pathos. Je vous épargne les détails qui sont vraiment pas décentes, voilà, pour que ça soit très léger, mais très difficile. Une petite anecdote aussi, je me rappelle, j'étais en pleine visite dans une chambre d'une patiente. La patiente me dit, ah docteur, je suis vraiment contente de vous voir. Est-ce que vous avez vu
les paquets de chocolat que j'ai demandé à mon fils de vous emmener parce que ben on remercie vraiment votre équipe de tout ce que vous avez fait. Donc j'ai demandé à mon fils d'emmener des paquets de chocolat pour toute l'équipe et tout ça. J'ai dit ah oui oui merci beaucoup de votre gentillesse, c'est très gentil effectivement. J'ai vu, j'ai vu mais comment j'ai vu Gafar? Comment j'ai vu? Je suis arrivée un matin, j'ai trouvé dans la salle de soins que tu connais, dans la salle de soins des paquets de chocolat et sur lesquels il y avait des papiers collés et il y avait les noms des personnes qui devaient manger ces Qui paquets était de autorisé à chocolat. manger. Et là-dedans, il n'y avait pas mon... Et donc, moi, le médecin de ce service-là, qui est en pleine visite et que la patiente me le dit, comment je me trouve? Je me trouve, comment tu te trouves dans un service comme ça? Je Confuse, me trouve confuse, mal à pas l'aise. Ouais, respectée, frustrée. ouais. Mhm. Donc, des petites choses comme ça, j'en ai, mais des tonnes et des tonnes. Bon. Et donc, il faut vraiment être bien entouré. Il faut discuter avec les collègues. Il faut discuter avec les personnes de la communauté pour apprendre comment fonctionne le système, pour apprendre comment se tenir et quels sont les codes pour pouvoir bien s'adapter dans le système médical français. Je l'entends dans les services hospitaliers. Donc, c'est vraiment un message que je donne à mes jeunes consoeurs et confrères. Et pour les autres bons exemples, j'en ai aussi des très belles, qui est un petit peu triste, mais je me rappelle d'un monsieur, sa femme était en fin de vie. Je l'avais accompagné pendant des mois, cinquantaine, soixantaine. Et puis un jour, j'arrive, je trouve une lettre à l'entrée de mon bureau. Il l'avait mis sur ma bannette à l'attention du docteur. Je me suis dit, oh là, quelle lettre encore je vais avoir aujourd'hui? Des impôts ou Qu'est-ce une qu'on va me amende. dire? Et quand je Ouais. ouvre la lettre, je suis émue, je suis tellement émue. Il l'avait écrit toute la nuit. Je crois qu'il l'avait écrit à 3 heures du matin parce qu'il avait mis l'heure. Ce jour à telle heure. Je ne vais pas oublier ce monsieur. Il avait décrit du premier jour qu'il m'avait rencontré dans le couloir quand j'avais hospitalisé son épouse, de comment j'avais décidé quand j'avais annoncé le diagnostic, quand j'avais présenté la prise en charge et quand on avait décidé des soins palliatifs, quand je les avais accompagnés dans les soins de confort. Il avait fait des étapes pendant 6 mois. C'est une lettre de 3 pages. Du coup, je suis même encore émue. Il reconnaissait le travail, la façon dont j'avais travaillé avec eux, la façon dont les équipes les avaient accompagnés. Et il était étonné que ce soit une jeune femme qui avait autant d'empathie. Et il s'attendait à ce que j'ai tant d'expérience dans la vie alors que je suis qu'une jeune femme. Je lui ai dit, mais c'est de la médecine, c'est pas une histoire d'âge. C'était pas une histoire d'âge, donc mais c'était vraiment une très belle expérience. Ça m'avait vraiment touchée. D'ailleurs, je raconte un petit peu, je mets quelques lignes dans le livre. Et puis, il y a aussi une autre petite anecdote sur une famille que j'avais hospitalisé leurs proches. Voilà, ça s'était très bien passé. Et puis, la personne est sortie, elle est rentrée à domicile. J'avais oublié, tu sais, les familles, ça passe, hein, c'est très rapide, on oublie. Et puis un jour, la secrétaire me dit, docteur, vous avez rendez-vous avec telle famille. Je me rappelle du nom, je dis, mais la personne n'est plus hospitalisée. Elle me dit, ben, docteur, ça fait 3 fois qu'ils insistent. Moi, je leur ai dit que vous étiez occupé, qu'il y avait des consultations. Là, je ne pouvais pas faire autrement, ils insistent. Et donc, j'ai mis le rendez-vous pour tel jour à telle heure. Je dis, si c'est pour une problématique, voyez avec eux qu'ils déposent les papiers, tout ça, au secrétariat, et puis je verrai après. Elle me dit, non, non, c'est pas une amie, ils veulent venir sur place. Je dis, bon, elle était insistante. Je dis, bon, ok, mais moi, parce que tu sais, tu commences à avoir peur d'eux, parce que tu sais pas ce qui va t'arriver. Donc, on commence à être très méfiant. Et puis finalement, j'accepte le rendez-vous. Ils arrivent, ils ont plein de paquets et tout ça. Ils sont joyeux. Enfin, je me retrouve presque hébétée. J'ai même un peu honte parce que ils le savent pas, mais moi j'avais déjà refusé de les recevoir par la Mhm. secrétaire et tout, mais ils sont très joyeux. Ils m'emmènent. En fait, c'était des grands propriétaires
Donc, ils avaient des vignes de champagne, ils faisaient aussi de l'apicole, de l'apiculture, donc tout ce qui est miel et tout ça. Donc, ils m'avaient emmené des paquets. Ma foi, Gafard, je suis restée Ouais, comme. ouais, Donc, bien sûr. ça, c'est des très belles expériences que je vis encore aujourd'hui. Voilà, donc ce sont ces anecdotes-là que peux vous partager. Il y a des gens bien, très très bien, et puis on peut aussi rencontrer des gens très compliqués, hein, avec des relations vraiment difficiles. Ouais, et j'imagine. Donc, cela me permet de rebondir sur les difficultés. Vous nous avez énuméré les difficultés, mais je me rends compte qu'il y a également des difficultés culturelles. Peut-être que on n'a pas les mêmes cultures, on n'a pas les mêmes intégrations, on n'a pas le décodage, on ne perçoit pas les choses de la même manière parce que nous, on vient d'une culture qui est quand même très différente. Et puis aussi, c'est triste de le dire, mais voilà, il y a aussi le racisme peut-être. Est-ce que c'est des difficultés auxquelles vous avez fait face? Est-ce que vous pouvez brièvement nous raconter les difficultés d'intégration culturelle que vous avez rencontrées? Ben oui, ça, il faut vraiment que les consoeurs et les confrères le mettent en tête, hein, que ce soit chez le noir, je dis les mots, hein, parce que moi, je mâche à peine mes mots, que ce soit chez les Noirs ou même chez les Européens de l'Est, ça aussi existe. Euh, oui, ça existe. Ça existe. Le racisme, je ne le savais pas, mais je l'ai vécu. J'ai passé, j'ai été dans une émission la semaine dernière, j'ai été invitée dans une émission. Je le redis aussi ici, je ne savais pas qu'il y avait le racisme comme ça en France. Ouais, Je ne le savais pas. Mais je l'ai vécu et ça m'a bouleversée. Donc, parce que je n'étais pas préparée finalement. Donc, il faut se préparer à ça. Il faut se préparer à ça, il faut le leur dire. Et il faut être à l'aise avec ça. Ils sont pas obligés de vous aimer parce que vous venez dans leur pays, parce que c'est comme ça. Donc, il faut le mettre dans sa tête. Moi, je l'avais pas mis dans ma tête et donc ça a été, c'était du tonnerre, ouais, je c'était comprends. du volcan. Il y avait des moments où j'étais dans une colère furiace. Donc, si le racisme existe, euh, par la couleur de peau, il y a les gens qui vous parlent mal, il y a les gens, même l'aide-soignante, hein, peut te dire, vous êtes sûr que la prescription que vous avez faite là, c'est ça? Elle va vous le dire parce qu'elle a entendu l'infirmière le dire ou parce qu'elle a entendu l'autre collègue blanc le dire. Il faut dire les Ouais, choses. Donc, elle va se permettre. Ça existe. Parce que ben, nous, on a un peu d'accent, on a nos langues maternelles qui influencent sur notre accent et il faut être à l'aise avec ça, mais ouais, complètement. tout à fait. Il faut être à l'aise avec ça et voilà, si on ne parle pas comme eux, eh bien, on n'est pas comme eux. Ça, c'est difficile. Quand on ne le sait pas le premier jour, hein, je ne sais pas ce que ça fait, hein. C'est dur. Donc, très bien. Avertissement très fort à nos auditeurs, aux médecins qui veulent s'installer. Il faut savoir que c'est une réalité, malheureusement, et il faut s'y préparer. On reviendra plus tard sur comment s'y préparer parce que le docteur Aude est également mentor. On en discutera plus tard. Juste une petite question. Répondez très rapidement, docteur Aude. Est-ce que vous avez parfois eu l'impression que votre diplôme que vous avez eu au Gabon est parfois méprisé, parfois considéré comme étant non équivalent, pour ne pas dire inférieur à celui qu'un médecin aurait obtenu en France, qu'un médecin, même s'il est un médecin peut-être de nationalité gabonaise, par exemple, aurait obtenu en France. Est-ce que vous avez parfois eu cette impression-là Mais de- en fait, des patients et des confrères? ben, les patients, les confrères, ça, c'est léger. Ça commence déjà par le système qui est établi. Le système établi pour dire qu'en fait, le diplôme qui revient d'Afrique n'est pas bon, donc il faut l'homologuer, il faut le concours. Donc, c'est déjà établi dans le système. Le système, il est fait tel pour dire que le diplôme, il est à revoir. Et lorsque Ouais. le Moi, je système l'a comprends que le système. Mhm. établi comme ça, et ben c'est presque, en guillemets, une éducation qui est transmise aux Oui, collègues. ok, tout à fait. Ok. D'accord? Donc, cette éducation est transmise aux collègues. Donc, les collègues estiment que, comme on revient d'Afrique, on n'est pas formé comme eux, on n'est pas bon. Oui, ok, très Voilà. bien. Et comme on n'est pas bon, si le collègue le dit, eh ben, le patient, il peut le penser. Le patient, il y a des patients qui refusent
que cette personne m'examine. Alors, il y en a qui refusent parce que, ah ben non, il est noir, il ne te le dit pas, hein, mais il dit non, non, je ne veux pas me faire examiner par lui. Et puis, il y a d'autres qui disent, est-ce qu'ils sont compétents? Donc, il y a deux situations. Soit parce que tu es noir et Ok. que tu reviens d'Afrique, ou bien parce que tu n'es pas compétent. Ou soit on doute de tes compétences. Voilà. Alors que nous, par contre, en Afrique aussi, on estime que nous sommes mieux formés que ceux qui sont en France. En tout cas, nous, c'est ce on se disait, parce que la formation est... on- un médecin africain n'a pas de d'IRM, n'a peut-être pas de scanner, mais il devrait être en mesure de poser son diagnostic à main nue. C'est sur la base de l'examen clinique. Donc, on pense que nous avons une sémiologie très développée, on est obligé de faire avec les moyens de bord. Mais bon, bref, ceci était une discrétion, mais voilà, ceci aussi prépare nos auditeurs aux difficultés auxquelles ils seront confrontés. Est-ce que je peux dire un petit mot par rapport à ça? Oui, bien sûr. C'est quelque chose que j'y ai pensé aussi moi et que moi aussi on le pense aussi à Libreville. On est très sémiologie, c'est vrai. Mhm. On est très sémiologie, on est très avancé. Parce que parfois ici, direct on fait l'examen complémentaire. Voilà, ça peut avoir ses côtés positifs comme ses côtés négatifs. Le côté positif de ça, c'est qu'on gagne du temps dans la prise en La prise charge, en charge. c'est-à-dire Oui, on et on pose est le vraiment diagnostic, spécifique, quoi. voilà, on pose le Ouais. diagnostic facilement, très Mhm. rapidement, et ce qui permet d'avoir une conduite à tenir très rapidement. Oui, tout à fait. On- Dans le sens inverse de notre côté, c'est-à-dire que même si on a l'idée du diagnostic, eh ben, on le pense, on ne peut pas le confirmer parce que la technologie est limitée et malheureusement, la prise en charge ne vient pas à temps. C'est ça, juste ça qui nous fait la problématique chez nous. C'est juste ça. Mais de compétence à égal, on est bon. Ça, je peux le rassurer. Parce que moi, je sors du Gabon. J'ai Ouais. étudié, j'ai tout fait. De la maternelle au Gabon, on est bon. De compétence à égal, on est bon. Il faut Ouais, juste très avoir bien. un petit peu de confiance en nous et avoir son accent et dire que je suis noire et je l'assume. Ouais, très bien. Alors, on reviendra peut-être sur ça dans la dernière partie de l'émission. Docteur Aude, j'ai entendu beaucoup de difficultés, il y a plein de challenges, c'est pas facile de passer le concours, il faut se préparer pendant très longtemps. Finalement, quels sont les avantages qu'on a à exercer en France? Pour nos auditeurs qui nous écoutent et qui sont débutatifs, qu'est-ce qu'on a à exercer en France? Alors, personnellement, si je peux vous partager, moi, ce qui en ressort de ce que j'ai traversé, il faut savoir les raisons pour lesquelles on veut venir travailler en France. Et c'est en fonction de ces raisons-là, on peut trouver un bénéfice à y être. Moi, je venais pas parce que j'avais envie d'avoir une belle vie ou parce que je rêvais de la France. Non, pas du tout. Je suis venue en France parce que j'étais mariée et que moi, la France est mon deuxième pays. Comme je ne voulais plus rester en France, c'est comme si je peux décider que je suis moitié burkinabé. Je dis, bon, je quitte Libreville, je vais maintenant au Burkina. Donc voilà, il faut vraiment avoir un projet. Donc ça, c'était la partie. Donc ça, ça me concerne. Donc voilà. Mais est-ce qu'il y a vraiment une raison de... La France est un pays cher. D'accord? La France est un pays cher. OK, on a les bonnes conditions de travail parce qu'au niveau de la technologie dans les hôpitaux, c'est des très beaux hôpitaux avec toute la haute technologie. Et puis, il ne faut pas se mentir, le salaire qu'on a en France, même si il peut être moins au début, il est très, très élevé par rapport à un salaire d'un médecin de l'Afrique centrale ou de l'Afrique de l'Ouest, par exemple. Donc, ça peut être une motivation à vouloir venir travailler pour avoir un salaire un peu plus élevé et pour subvenir aux besoins de sa famille. Ça, c'est un bénéfice. Et puis, il ne faut pas se mentir, il y a aussi la qualité de vie. Mais je peux aussi mettre un bémol là-dessus, c'est que la France d'il y a 20 ans n'est plus la même France. Oui, tout à fait. Moi, j'ai été invitée à Europe 1 à l'émission d'Olivier Delacroix. Il m'a dit,
Diane, je suis désolée, ce que tu as vécu dans les services, on ne pouvait pas avoir ça à l'époque. Il y a 30 ans, on ne vivait pas les choses comme ça. Donc, les gens vont de mal en mal, ça va pas. Et donc, les bonnes idées que nous, en guillemets, les Africains, le rêve que l'Africain avait d'aller en France pour bien vivre, ce n'est peut-être plus la même chose aujourd'hui. Il faut avoir les vraies raisons et les bonnes raisons pour lesquelles je viens en France. Et les assumer et être honnête avec soi-même. Ce n'est plus je pars en France. La petite phrase là, je suis en France. Parce qu'il y en a qui disent je vis à Bruxelles, mais qui ne vivent même pas à Bruxelles. Ils connaissent même pas où se trouve l'Union européenne. Ils savent même pas comment fonctionne la Belgique. Mais il te dit je viens à Bruxelles. Il te dit mais je viens en France. Il connaît même pas comment le système de France il est. Donc on est cette nouvelle génération dont je suis tellement fière, qui fait des études. Et puis, il faut le dire, on est des docteurs. Là, je ne parle qu'aux docteurs, par exemple. Il y a d'autres personnes qui me suivent. Mais quand on décide de venir dans un pays étranger, il faut vraiment avoir une vision. Les raisons pour lesquelles j'y vais. Et c'est quand on a ce pourquoi je vais, on peut se battre pour atteindre ses objectifs et de pouvoir graver les obstacles. Parce que ce soit en Europe ou ailleurs, il y a... Oui, tout à fait. Alors, docteur, pour clôturer cette partie sur les EVC, j'ai une question. Est-ce que vous pouvez nous dire, euh, est-ce que vous pouvez confirmer si c'est vrai que les médecins qui sont passés par l'EVC ont parfois des carrières moins reluisantes que leurs confrères français? Par exemple, ils ne pourront jamais intégrer l'enseignement parce qu'il semblerait, d'après ce que j'ai compris, il semblerait que c'est un circuit, c'est un parcours parallèle qui ne permet pas, par exemple, d'enseigner dans une université française, mais d'être des ouvriers, entre guillemets, vous voyez bien, entre guillemets, des ouvriers au service de la France. Est-ce que c'est vrai? Est-ce qu'il y en a qui, après avoir parcouru toutes ces difficultés-là, finissent par être des médecins? Alors, avant de vous répondre, je vais dire que, en fait, la corporation médicale, en toute honnêteté, reste la même. On a cette idéologie à la base de notre Hippocrate, on y reste, on y est. Ça veut dire en d'autres termes qu'en fait, il faut avoir son père, il faut avoir son patron, il faut avoir quelqu'un qui vous emmène. D'accord? Donc, si on ne trouve pas la personne qui vous emmène à, à ce parcours dans la recherche, mais vous n'y rentrerez pas. Je parle quand on a fait les EVC, évidemment. Parce que ceux qui sont ici en France sont à la faculté de médecine. Donc, ils ont leurs enseignants, ainsi de suite. Ils ont fait la première année, la deuxième année. Donc, ils ont ils ont déjà leur mentor, on va dire. Ils ont leur professeur. Donc, en fait, le parcours dans la recherche est déjà tracé, on va dire comme ça. Donc, il n'y a pas de difficulté. Alors que nous, quand on arrive, on est déjà docteur. Donc, on n'a plus personne qui nous tient la main, en fait. On n'est pas dans ce système, on est sorti du système. Donc, à ce moment-là, il faut avoir la chance de rencontrer un patron qui te trouve brillant et qui peut te rentrer dans les articles que vous écrivez dans le service, ainsi de suite, pour pouvoir te faire entrer dans ce secteur de recherche-là. Si tu n'es pas bon, il faut le dire, si tu n'es pas bon et que le chef avec lequel tu travailles ne t'apprécie pas et qu'il ne te fait pas rentrer, vous ne faites aucun article, ton nom ne figure dans aucun article, tu ne vas jamais, tu ne vas pas faire des recherches. Tu vas rester comme médecin clinicien qui travaille dans le service, qui va être, en guillemets, comme tu as dit, ouvrier de leur service. Et comme c'est ce qu'ils veulent et qu'ils ne veulent pas nous accepter, eh ben, c'est très rare de trouver quelqu'un qui accepte de mettre le nom dans l'article pour te faire entrer dans le système de la recherche en France. Ouais, ok. Donc, Voilà. effectivement, mais c'est pas,
c'est pas le système qui l'impose, c'est juste que c'est les hommes Voilà, qui le je font ne faire. pense pas Ok, que ce soit le système qui l'impose, ok, mais je pense quand même que les choses sont écrites, hein, parce que je connais comment fonctionne le système aussi. D'autre part, en France, je ne sais pas comment ça se passe à Bruxelles, il y a ce qu'on appelle le concours de praticien hospitalier, PH. oui, oui, c'est ça. Voilà, ça, tes épreuves de vérification de connaissances, tu fais ton parcours de consolidation, tu es inscrit à l'ordre des médecins. À partir du moment où tu es inscrit à l'ordre des médecins, comme tous les médecins de France, tu as le droit de passer ton concours de praticien hospitalier. Il te suffit de t'inscrire sur le site du Centre national de gestion. Voilà. Par contre, là encore, il y a des étapes. Quand tu reviens d'ailleurs, il faudrait, parce que le praticien hospitalier, c'est un poste qui, comment dire ça, c'est un poste qu'on ouvre dans les services, dans dans tous les hôpitaux de France d'ailleurs, dans les hôpitaux. Donc, quand il y a un besoin d'un poste de praticien hospitalier, à ce moment-là, la direction de cet établissement de santé ouvre le poste. Et donc, si toi, tu as cette spécialité-là, tu te proposes à ce poste-là et c'est qu'à ce moment que tu peux aller passer le concours. Ok, Quand tu reviens de chez nous, d'ailleurs. Mais eux, ils peuvent passer le concours de praticien et puis postuler dans un poste quelconque, dans un centre hospitalier, dans un service oui, oui, sans ok. Je vois difficulté. déjà qu'ils peuvent le faire très jeune, alors que nous, Mais quand on en arrive médecine, en moyenne, on est dans la quarantaine. On est dans la quarantaine. Et ça, c'est très, très important ce que tu viens de souligner, Gafar. Quand on arrive, on est au minimum 36 ans. Donc, il y en a qui arrivent même à 45 ans. Alors que ici, quand tu fais ton concours de PH, tu finis à 27-28 ans, comme nous, dans les mêmes tranches d'âge, puisque la durée moyenne, c'est maximum 10 ans. Donc, 7-8 ans, tu arrives, et la personne a 27-28 ans, tu passes ton PH, tu peux même être professeur à 35 ans, hein. Il y en a qui sont professeurs oui, à 35 ans ici. oui, bien sûr. Et toi, tu arrives, tu as 42 ans, tu commences à peine. Tu vas passer le concours de WC. Ouais, Eh ben donc, qu'est-ce que tu fais? Tu ouais, abandonnes. Tu dis, mais ça va, bien sûr. j'ai déjà souffert, j'ai ma vie à construire. Pour les hommes, il faut qu'ils ont des épouses et des enfants. Et pour les femmes, leurs époux et leurs enfants. Donc, il y a aussi ce temps personnel-là auquel il faut profiter parce que la vie, tu ne sais pas ce que la vie te réserve après. Donc, Bien tu sûr, ne passes pas tout ton temps qu'à faire des concours, à vouloir travailler pour la médecine sans pouvoir s'épanouir personnellement parce qu'on n'a qu'une vie après. tout à fait, tout à fait. Alors, très bien. Donc, on va passer à l'avant-dernière partie de cette émission. Docteur, une question très rapide. Quel conseil vous donnez aux jeunes qui sont au Gabon, au Cameroun, qui préparent le concours DVC? Quels sont les conseils que vous leur donnez? Quelles sont les ressources que vous leur conseillez? Donc, cela me permet de vous demander de parler de votre offre de coaching et puis de vos différentes plateformes où vous accompagnez, vous donnez des conseils à ces gens à tous ces jeunes qui ont ce projet-là. Alors, il ne faut pas faire la même erreur que moi. Il ne faut pas se dire que je connais tout, je connais la médecine, je suis très fort. C'est quand j'étais jeune, ça. J'ai maintenant compris qu'en fait, on ne réussit pas seul. Il ne faut pas réussir, il ne faut pas rester seul. Le concours de WC ne se gagne pas seul. Ce n'est pas possible. Ok, Quand on arrive ici, personne, je ne connais personne qui me dit, j'ai travaillé seul et je l'ai eu. Faux, la personne vous ment. Et donc, il faut se faire accompagner. Moi, personnellement, j'ai toute une équipe maintenant qui accompagne pour la préparation des formations. Nous avons des formations qui accompagnent les médecins pour la préparation du concours des épreuves de vérification de connaissances. Vous pouvez nous envoyer des mails docteur Diane O de OODE pour avoir un premier rendez-vous ou bien vous me contactez sur LinkedIn. L'équipe vous enverra l'agenda
Et puis, on va se caler un rendez-vous. Comme ça, je vous explique en détail. Donc, il ne faut pas être seul. Ok, parfait. Première Je chose. mettrai le mail en bas Voilà. GAFA, vous YouTube. mettrez le mail et le lien en dehors, en dessous de cette vidéo. Un, on n'est pas seul. Deux, il y a des équipes maintenant qui font que ça. D'autres médecins qui ont aussi eu des difficultés et qui ont décidé de faire cette ouverture pour les plus jeunes. Ils ne font que ça. Et ils travaillent avec moi et on s'est associés pour permettre aux nos jeunes sœurs et nos jeunes frères de pouvoir réussir les EVC, donc faire la formation du concours. Donc, il y a ça. Très bien. Et puis, il y a des livres aussi, effectivement. Il y a des livres des ECN, donc la épreuve classante nationale. Oui. Et les épreuves classantes nationales, c'est la référence, c'est-à-dire qu'il faut travailler avec les mêmes livres que les internes d'ici, parce qu'en fait, c'est des mots-clés. Et les mots-clés, on n'a pas besoin d'avoir une phrase de 10 kilomètres, on veut juste un mot. Vous pouvez expliquer la physiopathologie que vous connaissez comme le bout des doigts, c'est zéro. Si vous n'avez pas mis le mot qu'on cherche, et alors que nous, déjà, il faut comprendre le système. Voilà, c'est ça justement. C'est là où les Africains, on n'est pas souvent, il faut du temps pour y arriver. En fait, on est très bon. Mais c'est justement, c'est la sémiologie qui nous tue à ce moment-là. Parce qu'on explique. On explique alors que eux, ils ne font plus ça. Eux, ils ne font plus la sémiologie. Et donc, ils nous font imposer leur système. Et donc, il faut comprendre, si tu veux y être, il faut être dans ce système-là. Donc, tu ne peux pas vouloir venir dire que moi, je suis un grand clinicien, je connais la sémiologie, et vous faites juste les examens complémentaires, c'est zéro. Donc, tu es obligé de t'adapter à leur fonctionnement. Et donc, eux, c'est les mots-clés. On te fait des cases, on te dit, il faut juste mettre douleur abdominale. Tu expliques, la personne est venue, machin, tout ça, c'est zéro. S'il n'y a pas de douleur, tu n'as pas la note. Donc, ok, parfait. Donc, il faut travailler avec les livres, les mêmes livres que les internes, les ECN, dans toutes les spécialités. Je ne vais pas nommer les spécialités. Tout, pédiatrie, gériatrie, médecine d'urgence, tout, il faut vraiment... Les ECN, vous allez les ECN. Avec Fernand Vernazobre, vous mettez ECN, vous en avez de partout. Voilà. Les dossiers, il faut travailler sur les dossiers aussi. Les dossiers, les cas cliniques, pour avoir la routine. Et les personnes qui ont plus de chance à ce moment-là, c'est celles qui sont en stage. Et comme ça, en stage, on fait un peu la pratique. Et puis après, on va aussi dans la connaissance théorique dans le livre. Alors, moi, je fais beaucoup. Alors, il y a plusieurs. Donc, on fait un premier rendez-vous où on appelle ça le rendez-vous découverte. Vous nous expliquez un peu le projet que vous avez envie d'avoir en fonction de votre spécialité. Et dans le deuxième rendez-vous, quand je comprends le projet professionnel de la personne, donc je propose, si c'est la préparation des EVC du concours, je mets en lien avec l'équipe, parce que j'ai 3 équipes, je mets en lien avec l'équipe, les formateurs de la préparation du concours. Et là-dedans, il y a plusieurs formations en fonction des spécialités. Il y a la formation où on vous donne juste le cours. On vous donne le cours et les cours, c'est payant. Donc, on vous donne une formation, par exemple, de 3 mois. On vous dit, vous avez les cours libres. On vous donne des liens que vous travaillez sur ordinateur. Quand vous voulez vous connecter, vous vous connectez. Les cours sont en gestion libre. Ça, c'est un type. Et puis, il y a aussi d'autres formations où vous avez le formateur lui-même. C'est-à-dire que vous avez le cours de une semaine après, rendez-vous avec le formateur. Exercice, il vous tient en haleine. Ça aussi, c'est un coût parce que la connaissance, elle coûte cher, malheureusement. Bien sûr. Il faut vraiment s'y mettre. Donc, il y a aussi ces formations-là. Et puis, il y en a, moi, dans l'équipe, on fait le suivi avec la gériatrie, la médecine générale et la chic. C'est les 3 spécialités sur lesquelles nous sommes vraiment bons. Voilà, je vais dire comme ça, où nous sommes compétents. Donc, en dehors de cette préparation des EVC, il y a un accompagnement global du système parce que les formateurs n'ont pas le temps de vous dire comment ça fonctionne. Et ça, c'est ma spécialité. Je vous apprends
Je vous dis les erreurs que moi j'ai commises, que je ne veux plus que vous commettez. Et non, il ne faut plus. Je vous apprends les erreurs. Je vous montre le système. J'ai aussi un temps où on peut faire des recherches sur les postes dans les centres hospitaliers. Chez qui envoyer le CV et chez qui on n'envoie pas le CV. Parce qu'on envoie le CV à la direction, non, on n'envoie pas à tout le monde. Il y a des personnes clés parce que moi-même, je suis responsable de service. J'ai 10 mails, 30 mails par jour. Il y a des façons d'écrire un CV et une lettre de motivation. Comme je dis toujours, mots-clés. 3, 4, 5 phrases, ça me suffit de lire déjà le CV ou de lire la lettre de motivation et dire je prends ou je ne prends pas. Donc, ça, Parfait. c'est l'accompagnement que moi-même je fais. Et voilà. Comment écrire les lettres de motivation? Je réorganise le CV de la personne. On le fait ensemble mutuellement. C'est un accompagnement aussi qui est payant parce que c'est un temps que je prends pour accompagner. Et puis également, j'apprends, je fais aussi d'accompagnement sur, c'est pas le bien-être, mais je peux dire développement personnel. Parce que, Pour que la personne soit bien dans sa peau, voilà, elle, ouais. voilà, c'est ce Parce que que, ça, c'est vraiment, vraiment important pour quelqu'un qui décide de s'installer ici. exactement. Ouais. C'est ça, on nous a pas appris ça à l'école. Non, bien sûr, ça On ne c'est nous vrai. a pas appris ça à la maison. Non, Et donc, surtout, on dit parfois que nous, en tout cas les Burkinabés, je dirais pas les Ouest-Africains, pour ne pas, voilà, on est parfois un peu timide, un peu réservé, c'est culturel et parfois ça nous fait pas du bien ici. ouais. Et aussi, je peux redire un petit mot là-dessus. On dit aussi que les Burkinabés ne regardent pas les gens en face dans les yeux. Alors que c'est par politesse, en fait. Nous, on nous a Bien appris, sûr, c'est par politesse. On ne regarde pas l'adulte, le chef, on ne regarde pas dans les yeux. Alors que bien ici, sûr, c'est vraiment un problème de culture, de tradition et d'environnement. bien Ici, sûr. quand tu ne regardes pas les gens dans les yeux, c'est mal poli. Ça veut dire que tu Ouais, ne considères pas cette personne. Ça veut dire que que, tu es entre guillemets, tu hypocrite t'en ou fous de la personne. antisocial. Alors que ça n'a rien à voir. La Non, c'est connotation tout est à fait complètement culturel, différente. bien sûr. Donc, c'est vraiment, justement, ce sont ces codes-là que je donne aux jeunes en leur disant, il y a une tenue, il y a une façon de faire. Et puis, ne prenez pas les choses euh, au premier degré. Voilà, il faut relativiser, il faut apprendre. C'est en fait apprendre de la maturité. C'est apprendre de la maturité, en fait. Parce que, Tout à fait. ben, après, il y a des... Nous sommes très intelligents en Afrique, hein. Nous sommes très intelligents. On est rempli d'un potentiel que nous-mêmes, on ne connaît même pas. Parce que, en fait, on n'a pas toutes les ressources. On a une ressource et puis les trois autres nous manquent. Et puis, on pense qu'on a tout. Alors que ici, comme ils disent, pluridisciplinaire, globalité, ça, c'est ça qui nous manque. C'est Parfait. pluridisciplinarité que j'ai envie d'apprendre aux jeunes, que c'est un atout important. On l'a, mais on ne sait pas le mettre ensemble. Donc, il faut Ouais, je apprendre vois. à le mettre ensemble, apprendre à être bienveillant. Ça n'exclut pas la politesse et être très intelligent. Ça n'exclut pas à dire, oh, tu ne m'embêtes pas et le dire fort avec une colère. Voilà. Donc, il faut savoir adapter les moments. Donc, c'est important. La confiance en soi aussi et la bienveillance, l'empathie qu'on a déjà parce qu'on n'est pas soignant. Bien sûr. Médecin, aide-soignant, infirmier, kiné, voilà. Quand on est dans un milieu hospitalier, dans un milieu sanitaire, même pharmacien ou inconscient, moi je l'ai découvert comme ça avec le temps que finalement, quand on pose la question, quand on est enfant, qu'est-ce que tu veux être? Ah, je veux être docteur. Tu le dis comme ça, mais tu ne sais pas que dans les transmissions transgénérationnelles, l'information t'a été emmenée, tu ne le savais pas. Tu le veux ou Mhm. tu le veux pas, ils te l'ont transmis. Et toi, toute petite, tu dis je vais être docteur. Tu penses que tu le dis par hasard? Pas du tout. On n'est pas soignant par hasard. Ouais. Mon livre est Rapidement, où est-ce qu'on peut se procurer le livre? En Afrique. en Afrique. Pour l'instant, mon livre, il est disponible. Enfin, je me sens bien. C'est un livre qui relate mon parcours de médecin étranger hors Union européenne. Ok. Presque 10 ans de combat pour la reconnaissance de mon diplôme de médecin en France. En France, on peut le trouver sur toutes les plateformes, sur Amazon. Pour l'instant, il est disponible en Afrique
qu'à Libreville, qu'au Gabon, chez moi, à la Maison de la Presse, mais il va être disponible aussi bientôt en Afrique de l'Ouest. Je suis en contact avec des collègues qui vont me le réceptionner. Je vous mettrai le lien sur mes publications sur LinkedIn et j'enverrai aussi le lien à Dr Gaffard qui vous transmettra l'information. Mais si vous avez quelqu'un en Europe, en France ou point, on peut vous le commander sur Amazon. Il est à 19 €. Très bien. J'avoue que j'avais un projet de livre pendant les congés mais j'ai pas encore eu l'occasion. Mais je pense que je prendrai un exemplaire. Alors, docteur, est-ce que vous envisagez une suite à Enfin je me sens bien? Est-ce qu'il y a Enfin je me sens bien 2 en préparation? Oui, j'ai beaucoup de projets. J'ai beaucoup de projets parce que ce parcours-là m'a transmuté, comme je dis souvent. Mhm. Mais finalement, je me suis rendu compte, après avoir fini d'écrire ce premier livre-là, que je n'ai pas parachevé ma mue. Je n'ai pas parachevé ma transformation. Et, euh, Ok, et c'est ce que j'ai envie de dire dans le deuxième livre. très bien. C'est ce que j'ai envie de dire dans le deuxième livre, que j'ai été très enthousiasmée de vous partager ce parcours difficile, mais tellement inspirant et tellement réel, vrai, authentique, de tous les retours que j'ai. J'ai également envie de dire que, en fait, vous savez, moi, mon expérience n'a pas été aussi compliquée que ça, parce que regardez aussi l'expérience des autres. Par exemple, tel, par exemple, tel, par exemple, tel. C'est ça le prochain livre. Ok, parfait. Il va arriver Très bientôt, bien, j'espère. très beau projet, docteur. Alors, docteur, j'ai une question traditionnelle que je pose à tous mes auditeurs. Oui. Qu'est-ce que vous aurez aimé savoir avant de vous installer en France? Est-ce que s'il y a une chose que vous auriez pu changer dans votre manière de voir les choses, dans votre manière de faire, qu'est-ce que ça aurait été? Ah, ça, c'est une question, une très belle question. Alors, je ne sais pas si c'est une seule chose que j'aurais voulu changer, mais j'aurais voulu changer plusieurs choses. Ok, Mais déjà, pour répondre globalement, j'ai envie de dire que si on m'aurait demandé si je voulais que ça se repasse de la même façon, j'aurais dit non. J'aurais fait autrement. Il y a des situations que j'aurais voulu que ça se déroule différemment. Vous le comprendrez quand vous lirez le livre, parce que ça a quand même été dur. Et il y avait des moments où j'ai voulu juste repartir chez moi au Gabon, que je travaille ou que je ne travaille pas, parce que j'avais juste besoin d'avoir la chaleur de ma propre famille, d'avoir juste le regard des personnes bienveillantes à mon égard. Donc oui, j'aurais voulu changer beaucoup de choses. ok. Mais qu'est-ce que vous auriez voulu changer en vous-même, pas dans votre environnement, en vous-même, quel est cette manière de faire, cette manière de voir le monde, ce comportement que vous aurez aimé changer? Ouais. Mais vraiment, ce que j'aurais, c'est pas la confiance en moi, parce que je sais que je l'avais déjà. D'ailleurs, c'est ça qui a fait en sorte que j'y arrive. Heureusement, c'est pas la confiance. J'ai envie de dire, c'est mon absence de connaissance de l'être humain. Ok, Je vais le traduire comme ça. Mon ok. absence de connaissance de l'être humain, la psychologie humaine. Oui, la naïveté peut-être La africaine. naïveté, c'est un mot que j'ai On- refusé d'employer, mais vous l'avez dit. Ouais, Ma naïveté, j'étais intellectuelle en fait. Je suis ouais. une intellectuelle. J'ai étudié des leçons et j'ai bien récité mes cours en classe. Et enfin, j'ai eu mon doctorat de médecine. Mais sauf que je ne connaissais pas l'être humain. Ouais, Et ça, il faut l'apprendre. C'est, ouais. ouais. Disons que c'est différent. Donc, tu partages ce que je suis en train de dire alors. Bien sûr, bien sûr. Oui, que surtout que quand on arrive, on est jeune. Et c'est ce que j'ai dit en préambule, que j'aurais juste voulu repartir chez moi et voir des personnes qui me regardent avec bienveillance, tout simplement. Ouais, C'est déjà une énergie, mais oui, j'aurais voulu apprendre à connaître l'être humain. très bien. Message bien, bien reçu.
Alors, docteur, avant de vous laisser partir, il y a des questions dans le chat et puis il y a des questions que j'ai reçues avant l'émission. Il y a un médecin qui demande qu'en est-il des médecins qui font santé publique? Est-ce qu'ils ont besoin de passer est-ce qu'ils ont besoin d'un parcours de reconnaissance, de diplôme? Est-ce qu'ils doivent s'inscrire forcément à l'ordre? Comment ça se passe concrètement? Très rapidement, Ah oui, docteur. pour les médecins, quand on est médecin, je crois que la santé publique, c'est c'est une spécialité à part. On finit d'abord par le doctorat de médecine. Donc, obligatoirement, pour que le doctorat soit validé, il faut passer par le concours de VC. Mais sinon, on peut travailler quand même comme peut-être biostaticien, Oui, médecin de recherche clinique oui. sans la reconnaissance du diplôme. Oui, on peut Je travailler pense comme connaître biostatisticien. À quelques-uns. ce moment-là, je conseillerais à la personne de faire un diplôme d'université, un master sur place, un diplôme sur la santé publique. Ça existe, hein, dans différentes Bien sûr. universités. Il faut regarder à la fac de médecine de Descartes, par exemple, en France, ou la Sorbonne, Aix-en-Provence aussi le fait. Donc, oui, la personne fait un diplôme d'université. Comme ça lui permettrait d'avoir un diplôme sur place, hein, ici, et bon, ça va renforcer ses compétences qu'elle avait déjà acquises à la base. Donc, ça lui fait une double compétence et aussi ça lui fera un regard sur le nouvel environnement dans lequel il va. Ok, très bien. Est-ce que, très rapidement, oui ou non, est-ce que un médecin santé publiciste peut espérer avoir la même rémunération qu'un médecin clinicien Non. en France? Je demande ça parce que au Burkina, en tout cas chez moi au Burkina et dans beaucoup de pays en voie de développement, il y a plein d'ONG qui recrutent des médecins de santé publique qui sont mieux payés que les cliniciens. Ah oui? Est-ce que, oui, bien sûr, dans les ONG payent beaucoup mieux, 5, 10 fois mieux que, par exemple, la fonction publique en Afrique. Est-ce que vous pensez que c'est le cas Non, c'est pas le en cas. France? Non, c'est pas le cas. Ok, Non, c'est pas le cas. ok, Ici, c'est le clinicien qui, voilà. qui est mieux. Conseil pour un jeune médecin, il est Euh, médecin généraliste et il est gabonais et il vient de s'installer en France. Bah déjà, ah, ils viennent de s'installer pour y habiter, pas installer en tant que médecin. Ah, d'accord, ok. Ben, faire les EVC, faire passer ces EVC, les avoir, ou chercher un stage quelque part dans un centre hospitalier, rentrer dans les urgences, c'est la porte d'entrée à un hôpital, et ne pas rester seul, faire tout pour être en contact avec les collègues médecins pour apprendre comment le système médical français fonctionne. Ok, très bien. Très bien, c'est bien compris. Aussi, docteur, est-ce que je vous ai entendu dire que la médecine générale est beaucoup convoitée dans les EVC. Est-ce que j'ai bien compris? Oui, c'est ça, exactement. Ok, est-ce que vous pouvez nous dire rapidement pour quelle raison? Est-ce que c'est parce que c'est plus facile ou est-ce que c'est parce que au final, c'est des médecins qui sont mieux rémunérés? Donc, je demande ça pour dire pour que un médecin, par exemple, qui est infectiologue, qui se pose la question, devrait candidater en tant que médecin généraliste ou en tant que médecin infectiologue? Normalement, Pourquoi est-ce que... Hmm, quand quelqu'un arrive déjà avec une spécialité, même en Afrique ou ailleurs, normalement, la personne devrait se postuler sur la spécialité qu'elle a obtenue dans son pays d'origine. Donc, si la personne est infectiologue, elle peut passer les EVC en infectiologie. Sauf que parfois, c'est très compliqué, les spécialités autres. Donc, très souvent, toutes les autres spécialités viennent s'inscrire en médecine générale parce que c'est une fausse information ou une contre-information en pensant que les Africains, ils pensent qu'en fait, la médecine générale, c'est comme la médecine générale de chez nous. Entre-temps, pour être médecin généraliste et s'installer en cabinet, c'est encore une autre école. Parce que il y a la CPAM, il y a la Sécu, il y a tellement de choses qu'il faut connaître pour pouvoir être médecin généraliste en France. C'est pas médecin généraliste, dire médecin, on est clinicien, on fait la médecine générale en fait. Non. Médecin généraliste, ce n'est pas je fais la médecine générale. Je sais pas si j'explique bien la nuance. Faire la médecine générale, c'est-à-dire que on a eu les compétences dans les différentes spécialités médicales, on a touché à la gynéco, la pédiatrie, tout ça. Et être médecin généraliste, c'est tout autre chose. Médecin généraliste en cabinet,
a beaucoup de fonctions en dehors du fait qu'il fait exactement la clinique qu'on connaît en tant que médecine générale. Mais au niveau administratif, c'est énorme. Ça, il faut le connaître, il faut l'apprendre. Par contre, ici, on l'apprend quand on est en stage d'internat. Parce qu'il y a les internes qui vont passer les stages 6 mois, 12 mois chez les médecins généralistes pour apprendre toute la paperasse, tout ce qui est démarche administrative au niveau des cabinets médicaux des médecins généralistes. Ok, très bien. Je vois. Et, docteur, rapidement, en termes de rémunération, est-ce qu'il y a un avantage à être médecin généraliste par rapport à être médecin spécialiste? Ça Parce que dépend. j'entends que en France, il y a des déserts médicaux et c'est des endroits où les départements sont prêts à payer beaucoup cher, beaucoup plus, en tout cas, relever le niveau de rémunération pour attirer les médecins généralistes. Est-ce que vous confirmez? Je confirme qu'il y a des régions, il y a des mairies qui, euh, qui sont dans la recherche des médecins. Ils mettent même les chasseurs de tête hein, pour pouvoir trouver un médecin pour venir travailler. Mais ils ne prennent pas les médecins africains. C'est les médecins d'Europe de l'Est ou les Espagnols ou les Portugais qui viennent. À ce moment-là, la mairie propose un salaire via un contrat. Voilà, mais ça se discute. Donc là, c'est des négociations. Et c'est ce médecin qui va savoir se vendre. Et quand on sait se vendre, mais on propose une rémunération à la hauteur de sa valeur. Ok. Et pourquoi vous dites, pourquoi ils ne prennent pas les médecins africains? Vous avez dit qu'ils ne prennent pas les médecins Parce africains. que Même si on je est, n'en... même si on est inscrit à l'ordre. Ah ben, lorsqu'on est inscrit à l'ordre, c'est différent. C'est pour ça que je vous dis qu'il faut connaître le système. Parce que quand on est inscrit à l'ordre, c'est différent. C'est même rare que le médecin africain inscrit à l'ordre euh, parte s'installer par une mairie. Bon, il y en a qui l'ont fait. Il y en a qui l'ont fait, mais très souvent, c'est des personnes qui s'installent sur leur propre compte, Ok. qui s'installent, mais ils ont le droit, hein. Ils ont à ce moment-là le droit, puisqu'ils sont inscrits à l'ordre des médecins, ils s'installent à leur propre compte, ainsi de suite. Mais effectivement, je confirme que les régions en ce moment sont vraiment dans la demande. Mais il faut Ok. avoir Parfait. l'ordre des médecins. Mais je pense que ça va changer. Ce que je dis là, c'est il y avait 3, 4 ans, hein. Maintenant, avec ben, les nouvelles décisions et l'arrivée des médecins et ce parcours de consolidation qui aide maintenant, il y a, j'espère, des médecins africains qui vont pouvoir s'installer dans des régions reculées. Mais très souvent, Ok. c'est en hôpital. Parce qu'en fait, on a cette habitude-là, il faut aussi le souligner. En fait, les médecins africains ont l'habitude, c'est presque culturel, ou parce que nous, on n'a pas toutes les infrastructures. Quand on arrive ici, on est souvent hospitalier, en fait. Oui, ok. Ça fait Je partie de comprends. notre parcours. On est souvent Oui, très oui, oui. hospitalier. Parce que chez nous, Tout à fait. c'est rare de trouver les médecins, médecins de famille, ainsi de suite. En Afrique du Nord, ils ont des médecins de famille, ils appellent ça médecin de famille. Ça, c'est quand même une habitude qui est déjà un peu développée, mais différent Oui, de oui. l'Afrique subsaharienne. Oui, oui, tout à fait. Parfait. Alors, docteur Aude, merci beaucoup pour cette interview. J'étais très ravi. Est-ce que vous avez un dernier mot, un dernier conseil à donner à nos auditeurs? Tout d'abord, je voudrais te remercier, Gafar, pour avoir eu cette brillante idée de pouvoir me permettre de partager mon parcours avec les auteurs et les autrices qui nous écoutent en ce moment, et aussi de présenter mon livre à nos jeunes consoeurs et confrères et leur dire qu'en fait, la médecine, ce n'est pas seulement faire des études de médecine. La médecine aussi, c'est d'apprendre la psychologie humaine. Et c'est ça qui va nous donner les bonnes clés pour pouvoir être bien avec nous-mêmes pour bien soigner nos patients. Donc ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, ce que je voudrais vraiment partager avec les auditeurs, c'est de garder une confiance inébranlable en soi-même. C'est-à-dire qu'il faut être vrai avec la personne qu'on est. On n'est pas totalement parfait, on n'est pas totalement parachevé dans notre parcours de vie, c'est-à-dire qu'à un moment donné, on a des connaissances, peut-être que le voisin, à ce même moment, il a des connaissances supérieures à nous, mais il faut être OK avec ça. Moi, en ce moment, je suis en 2025, je ne connais que ce niveau-là. Je l'accepte et je travaille dur
pour dépasser le niveau. Et quand on a appris ça, on a cette confiance au niveau auquel on est, mais on explose après. On explose après parce qu'on est vrai avec nous-mêmes. Et ça, il faut apprendre cette confiance et à se dire que non seulement qu'on a confiance en nous-mêmes, dans notre intérieur, notre moi, comme je dis souvent, ça veut dire qu'on a confiance en notre Dieu. Voilà. Donc, ça va de pair, en fait. Il faut rester en lien, être aligné avec l'univers, parce qu'en fait, il va plus descendre du ciel, en fait. Il est en nous. Donc, quand on sait s'écouter au plus profond de nous-mêmes, rien ne peut venir nous ébranler, en fait, parce qu'on va être OK avec ça. Donc, c'est vraiment Très bien. ça qui m'a aidé, moi, à avancer. Me dire que si Diane, si Diane, si Diane. Et je me le disais, je me le parlais, je me le répétais. Si Diane, si tu peux, oui Diane, c'est vrai, si Diane. Donc, parce que j'avais confiance. Hein. Ouais. Voilà. Très bien. Alors, merci beaucoup. On termine sur ces conseils très inspirants, ces paroles inspirantes de la coach cette fois-ci, de coach Dr. Diane. Merci beaucoup pour cette interview. Merci d'avoir partagé votre expérience, vos conseils à cœur ouvert de façon très transparente. Et nos auditeurs auront le contact de Dr. Diane si vous avez besoin si vous souhaitez aller plus loin de façon concrète, bénéficier de son accompagnement. Je partagerai les liens et je partagerai les liens de son livre également. Alors, je vous remercie à tous. Vous êtes connectés. Je remercie également ceux qui vont suivre la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, cela m'encourage à continuer à développer de tels contenus. Merci beaucoup, très bonne soirée, bon week-end, docteur Aude. Merci beaucoup, merci. Bonne soirée à tout le monde. Au revoir. Merci beaucoup, très bonne soirée, docteur.